Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, merci au comité Acute de cette invitation à participer à cette journée et l'opportunité de parler de la détection précoce de l'urgence vitale à l'hôpital. Peut-être d'ailleurs va-t-on plutôt parler de la détection précoce de la dégradation des patients et donc des early warning systems. 48 heures. 48 heures, c'est le délai qui existe entre l'apparition des premiers signes cliniques de dégradation dans les services et l'admission des patients en réanimation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 48 heures, finalement, les signes de dégradation, ils sont à la fois respiratoires, hémodynamiques, neurologiques, et puis vous voyez que dans cette étude qui avait colligé les différents signes précurseurs, il y a le fameux worried. Le worried, c'est « Ah, je le sens pas trop, celui-là ». Et ce qui est intéressant, c'est que ces 48 heures de délai, ils sont associés à quelque chose que l'on constate, qui est que ces patients qui arrivent en réanimation des étages ont la caractéristique d'être plus graves que ceux qui viennent des urgences, plus graves que ceux qui sont admis directement du bloc opératoire, et surtout, vous voyez dans cette série, qui est un peu ancienne, certes, mais qu'ils ont une mortalité largement supérieure à ceux des autres patients admis en réanimation. Alors vous allez me dire, oui, l'étude que vous nous présentez, elle a 20 ans, les choses ont changé. Ben regardez, je vous mets une autre étude qui est un peu plus récente, 10 ans plus tard, et finalement, vous voyez que dans cette étude, on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avant l'admission en réanimation, eh bien, dans les 24 heures qui précèdent, les patients présentent déjà des signes de dégradation, que ces signes soient respiratoires, hémodynamiques ou neurologiques. Alors les causes, elles sont connues, débattues. On peut citer la surveillance inadéquate. Vous voyez la photo que vous voyez là, c'était lundi soir, là, à 2h du matin. Je me suis dit, tiens, je vais passer dans le service de chirurgie, j'étais de garde, et on va voir ce qui se passe. Bah, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Hein. C'est vide. Les infirmières sont à l'office, c'est normal. Et on réalise que dans ce contexte, de donner l'alerte, voilà, c'est pas forcément efficient, et que si l'alerte est tardive, la réponse sera tardive. Néanmoins, ce constat que nous avons fait depuis des années a amené à l'émergence de deux concepts intéressants. Le premier, c'est de se dire, tiens, il y a du failure to rescue. On n'arrive pas à sauver des patients. Et le deuxième, qui m'est assez cher parce qu'il converge avec la traumatologie, je suis médecin militaire, on fait beaucoup de traumatologie, c'est celui de mortalité évitable. La mortalité évitable, ça veut dire qu'on a des patients qui meurent en réanimation, et si on les avait mieux pris en charge, plus tôt, différemment, probablement qu'ils ne seraient pas morts. Alors la première réponse qui a été apportée, c'est celle des équipes médicales d'urgence, des Medical Emergency Teams, dont le concept est assez simple. On crée dans un hôpital une équipe dédiée à l'urgence vitale, immédiatement disponible, qui est déclenchée sur des critères d'alerte, et bien sûr avec une formation à la fois de l'équipe et des personnels dans les services. Alors elle a été évaluée, ce principe a été évalué par l'étude Mérite, publiée en 2005. C'était une étude qui randomisait plusieurs centres en deux méthodologies de prise en charge des urgences vitales intra-hospitalières, une méthodologie avec une équipe dédiée et une autre avec les soins habituels. Le résultat. Le premier résultat, c'est que lorsqu'on fait une équipe dédiée à l'urgence vitale intra-hospitalière, il y a plus d'appels pour les urgences. Néanmoins, vous voyez sur la deuxième ligne de la diapositive que le nombre d'appels augmente, mais il n'augmente pas concernant les événements qui sont ciblés par la création de l'équipe d'alerte. Le deuxième enseignement, c'est que malgré le nombre de coups de téléphone qui augmente, la mortalité ne change pas, l'incidence des arrêts cardiaques non prévus ne change pas, et l'incidence des admissions non prévues en réanimation ne change pas. Pourquoi? Une des explications, regardez, ce sont peut-être les critères d'appel. Notamment, je vous invite à regarder le rythme respiratoire qui déclenchait l'appel de l'équipe d'alerte. Rythme respiratoire inférieur à 5 ou supérieur à 36. Entre 5 et 36, il y a tout un range de patients dont on sait qu'ils sont déjà probablement graves. Et donc, une des explications de
l'échec, entre guillemets, de cette stratégie a été probablement que les critères choisis étaient trop tardifs et donc n'arrivaient pas à permettre une prise en charge précoce. Alors c'est d'autant plus important que la problématique des critères d'activation est essentielle à deux titres. La première, c'est qu'un paramètre vital n'a pas la même capacité à discriminer une aggravation d'un patient. Vous voyez, la sensibilité, la spécificité du rythme respiratoire et de la pression artérielle n'est pas équivalente pour détecter un événement indésirable grave dans les étages. C'est également vrai sur le fait que lorsque vous prenez un paramètre vital, en fonction du cutoff que vous allez choisir, ma fréquence respiratoire au-dessus de 20, 25, 30, eh bien là encore, je n'aurai pas la même performance pour détecter le patient qui s'aggrave. Et enfin, si vous prenez un ou des paramètres vitaux, en fonction de l'événement que vous allez rechercher, eh bien ces paramètres n'auront pas non plus la même performance. On peut imaginer que le critère qui va me permettre de détecter l'admission en réanimation n'est pas forcément le même que celui qui va me permettre de détecter l'arrêt cardiaque non prévu. Et d'ailleurs, ça pose la question de se dire, tiens, l'arrêt cardiaque non prévu est-il si détectable précocement que l'admission en réanimation? Donc tout ça vous explique, en réalité, dans la littérature, les résultats très controversés sur ces équipes d'alerte. Et c'est comme ça que sont arrivés les Early Warning Scores. Le principe est de faire des scores d'alerte pour une détection précoce. C'est ce que les anglo-saxons appellent le track and trigger, pour une intervention précoce. Et ces scores, vous verrez dans la littérature, sont évalués sur 3 éléments: leur capacité à prévenir l'arrêt cardio-respiratoire non prévu, l'admission non prévue en réanimation et enfin la mort non prévue. Alors les scores d'alerte précoce, vous en avez plusieurs. Vous avez les scores monoparamétriques, ça veut dire que je vais utiliser un seul paramètre vital pour déclencher l'alerte. C'est l'exemple de l'étude Mérite et on a vu que c'était assez peu performant. L'étape d'après, c'est le score multiparamétrique. Je vais prendre plusieurs paramètres vitaux, 2, 3, 4. Donc là, vous avez un exemple qui est une étude qui avait évalué le Patient at Risk Team Protocol, et vous voyez qu'ils utilisaient 3 critères pour déclencher l'alerte, et finalement, ces 3 critères avaient une sensibilité, une spécificité assez faible. Et c'est pour ça que les scores d'alerte précoce utilisés actuellement sont des scores multiparamétriques, donc j'ai plusieurs paramètres, et pondérés, ça veut dire que chaque variation de mon paramètre par rapport à une norme est affectée d'un coefficient. L'exemple le plus diffusé, je pense, actuellement, est le score anglais, le NEWS, le National Early Warning Score, qui comprend 7 paramètres vitaux et qui a été créé en 2012 en Angleterre. Alors, vous voyez que lorsqu'on évalue le NEWS en termes de sensibilité, de spécificité par rapport aux autres scores qui ont été publiés, effectivement, on a une performance qui est assez intéressante. Néanmoins, vous voyez qu'il y a quand même 7 paramètres vitaux à rentrer, c'est pas simple, raison pour laquelle d'autres scores ont été proposés, et notamment le NEWS, qui est un Modify Early Warning Score, qui lui ne prend en compte que 5 paramètres vitaux. En fait, il prend les paramètres du NEWS et il enlève la saturation et le niveau d'oxygène. Et vous voyez que par exemple, un score de NEWS supérieur ou égal à 5 est associé à une augmentation de la mortalité hospitalière ou de l'admission en réanimation. Alors, c'est plus facile à faire, mais vous voyez que, en termes de performance, je perds un petit peu quand même. Et finalement, on sent bien qu'on est dans une espèce de curseur entre, si j'ai un score très complexe, je vais gagner en spécificité et peut-être en sensibilité, mais j'aurai des difficultés à l'implémenter dans les services d'hospitalisation classique. Et d'ailleurs, une des limites de ces scores de gravité, c'est ça. C'est le calcul. Vous avez sur la diapositive le NEWS fait dans un service de chirurgie. J'essaie de trouver là, voilà. Fait dans un service de chirurgie anglais. Et vous voyez que le NEWS est calculé manuellement ici. Bon, ça vous explique le fait que dans les séries, il y a 30% d'erreurs dans le calcul du NEWS. Et ça vous explique également qu'il y a probablement un intérêt à avoir des méthodes automatisées qui font que l'infirmière, lorsqu'elle a 20 patients à gérer, eh bien son score de gravité ou d'alerte précoce, il va être généré automatiquement.
L'autre limite des scores de gravité, c'est la capacité à recueillir les paramètres vitaux. Alors vous allez me dire, mais attendez, on a des infirmières dans les services, on prescrit des surveillances, il y a des tours, les paramètres sont recueillis. Eh bien, il y a ce que l'on pense, il y a la vraie vie. Là, nous sommes sur, pareil, hein, une étude qui colligeait les patients qui étaient admis de façon non programmée en réanimation. Et vous voyez que sur les lits qui n'étaient pas monitorés, donc des lits qui avaient une surveillance standard, avant l'événement, seulement 17% des patients avaient eu un monitoring, un recueil de la fréquence respiratoire, alors même qu'elle était prescrite. 17% des patients. Or, la fréquence respiratoire, et enfin moi je ne sais pas dans vos services, mais je peux vous dire que nous en chirurgie, parce que je suis anesthésiste, les infirmières, c'est impossible pour elles de prendre la fréquence respiratoire. C'est trop chronophage, ça prend trop de temps. Or, c'est dommage, parce que la fréquence respiratoire, vous voyez qu'elle a une capacité à détecter le patient grave qui est très intéressante. Alors, évidemment, il y a un effet seuil, hein, en fonction du seuil que vous allez prendre, mais en termes de performance, on est au-delà de la saturation, au-delà de la pression artérielle. Alors, vous allez me dire, OK, il n'y a plus qu'à monitorer les patients en continu dans les services. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution déjà parce que les services de chirurgie ou d'hospitalisation ne sont pas des services de réanimation. L'autre élément, c'est qu'on s'adresse à des patients qui, en théorie, bougent. Et on sait que lorsqu'un patient bouge, si on lui met un monitorage continu, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, là, certains ont essayé, ils se sont rendus compte que quand je mets ça dans un service de chirurgie ou de médecine, j'ai en réalité que 16% de mes patients, sur une période de 72 heures, qui va garder le monitorage. L'autre élément, et on le connaît un peu en réanimation, c'est que lorsque vous mettez du monitoring continu, vous avez des alarmes. Et que le trop-plein d'alarmes fait que l'équipe va se désensibiliser à la survenue de l'alarme. Et enfin, l'autre élément, il est psychologique. Dans des services qui ne sont pas acculturés au monitoring, si vous implémentez ce type de monitorage, il peut y avoir un sentiment de fausse réassurance et un sentiment que le fait que le patient est monitoré fait que le patient est surveillé et il ne peut rien se passer. Donc finalement, une des solutions pour nous aider dans cette collecte des paramètres vitaux est peut-être la technologie. Et là, je vous renvoie à un champ qui est en train pour moi d'exploser dans le médical, mais pas que, qui sont les dispositifs connectés. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont l'Apple Watch. C'est un dispositif connecté. Le principe de ces dispositifs, c'est que ça recueille du paramètre vital. C'est wireless, c'est sans fil, et ça envoie la donnée là où on veut qu'elle arrive. C'est le concept un peu du soignant augmenté. Ça ne va pas remplacer l'infirmière, mais ça va compléter son travail, notamment dans la surveillance des patients. Et là, vous avez un exemple de biocapteur qui est connecté, avec un biocapteur qui est relié en Bluetooth avec un système d'information hospitalier et qui prend la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Alors vous allez me dire, c'est bien, ça y est, on a la solution. Une des grandes leçons de l'étude mérite, c'est que 30% des patients qui étaient admis en réanimation et qui bénéficiaient et qui présentaient les critères d'alerte avant leur admission en réanimation, seulement 30% de ces patients avaient bénéficié de l'appel de l'équipe d'alerte. Ce qui veut dire que vous pouvez monitorer vos paramètres vitaux, vous pouvez faire un protocole, mais à la fin, l'alerte peut malgré tout ne pas être donnée. Et c'est tout l'intérêt d'implémenter avec ces systèmes des algorithmes décisionnels pour une aide à la décision. Et vous voyez que dans le système du NHS, avec l'utilisation du news, est associé au score d'alerte une proposition d'action pour que l'infirmière, lorsqu'elle est face à un niveau d'alerte donné, elle ait un référentiel d'action à réaliser qui va de « je continue ma surveillance telle qu'elle était prescrite » jusqu'à je vais appeler immédiatement l'équipe d'alerte. Et finalement, quand on met tout ça ensemble, on a ce qu'on appelle un Early Warning System. Un Early Warning System, c'est un système qui va permettre
de collecter de la donnée, c'est ce qu'on appelle la voie afférente, d'analyser cette donnée avec un score d'alerte précoce et un algorithme décisionnel, et derrière une voie efférence, qui est la réponse que l'on va donner en fonction de l'alerte qui est enregistrée, qui va de je poursuis ma surveillance, j'augmente ma surveillance, j'appelle le médecin du service ou j'appelle l'équipe médicale d'alerte de l'hôpital. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de Early Warning System a un impact sur le pronostic de nos patients hospitalisés. Vous voyez quelque chose d'un peu plus récent, hein, c'est un hôpital généraliste taïwanais qui a implémenté un Early Warning System qui comprend toutes les composantes. Vous avez dans le système la collecte des paramètres vitaux à la fois manuelle et automatisée pour certains paramètres, notamment la fréquence respiratoire. Vous avez un système d'analyse de l'information avec un score d'alerte qui était utilisé, c'était le news, et un algorithme décisionnel derrière. Et après, vous avez un protocole de décision. Ça va de je continue la surveillance jusqu'à j'active l'équipe d'alerte de l'hôpital. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ce type de système a le potentiel quand même pour influer le pronostic des patients. Alors, c'est un peu l'écueil de toutes ces études, hein, c'est des critères composites. Donc, ils avaient associé transfert en réanimation, pardon, mortalité, arrêt cardio-respiratoire. Donc sur le critère composite, on est significatif. Et si vous prenez les critères séparés, ben vous voyez, on est également sur du significatif en dehors de la mortalité, où on a une tendance, mais néanmoins... Je pense que la mortalité dans nos systèmes comme hospitaliers qui s'améliore devient probablement aussi un indicateur qui est compliqué à mettre en évidence parce qu'il faut un nombre de patients tout à fait considérable pour pouvoir montrer une différence. Vous voyez que lorsqu'on parle de ce type d'événement, on est quand même sur une incidence qui est de 6%, hein, ce qui n'est pas énorme. Alors pour terminer le topo, je vous propose un rétex, parce qu'on s'est dit, bah tiens, ça a l'air intéressant et on va voir ce que ça donne. Donc on a déployé un Early Warning System dans l'hôpital dans lequel je travaille, et comme je suis militaire, je ne résiste pas à l'envie de citer Churchill. Il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Alors je suis désolé, c'est un peu cynique, mais pourquoi je vous mets ça ? Parce qu'en réalité, on a pu déployer le Early Warning System à la faveur de la crise Covid et des appels à projets qu'il y a eu, des financements qu'il y a eu derrière, notamment de l'Agence Innovation Défense, c'est le seul conflit d'intérêt que j'ai dans la thématique, qui a soutenu des projets qui visaient à améliorer la prise en charge des patients pendant l'épidémie Covid. Donc nous, on a dit, ah, ben tiens, on a une idée, est-ce que vous nous suivez ? Et ils nous ont suivis. Donc le principe a été de déployer un Early Warning System sur l'hôpital. Nous avons fait le choix de le déployer dans le secteur chirurgical. Donc vous voyez, le secteur chirurgical de l'hôpital, il est 3 étages au-dessus de la réanimation. Avec les composants dont je vous ai parlé. Une voie afférente, hein, qui est notre infirmière augmentée. Donc on a un recueil manuel des paramètres vitaux avec un scope classique. Et puis, notamment la fréquence respiratoire qui est automatisée via un biocapteur qui communique sans fil avec le système d'information de l'hôpital. Alors, une petite digression, mais c'est un point très important. Lorsqu'on implémente ce type de système, il n'est pas question que ça représente une charge de travail supplémentaire pour les infirmiers. Et donc, un des gros travaux a été de faire en sorte que lorsque mon infirmière est sur son scope et prend les paramètres vitaux, c'est envoyé automatiquement sur le dossier informatisé du patient. Et donc vous voyez que c'est le cas, puisque là on était en 2021 sur la phase de test. Ce qui est en bleu, c'est la prise de constante en dehors du système. Et vous voyez que dans le système, c'est le rédacteur administrateur, c'est de l'envoi automatique. Donc ça, c'est un élément majeur pour qu'il y ait une acceptation de la part des infirmiers du service et que notamment ça ne fasse pas une double tâche. C'est-à-dire que si je leur avais vendu la feuille papier avec à la fin, vous prenez votre stylo et vous marquez le score de gravité, le score d'alerte, je pense que ça aurait été un refus catégorique. Une synthèse de l'information, pardon, qui est faite via... Alors, c'est un choix qu'on a fait. Je pourrais vous dire, on a fait un choix éclairé en ayant fait la revue de la littérature avant, et finalement, on a choisi le Muse, parce que le curseur est au bon endroit avec le Muse.
C'est pas tout à fait vrai. Les délais impartis pour répondre à l'appel à projet étaient assez courts. Et on a pris le Muse parce qu'il était pas mal étudié, mais en réalité, on s'est fait une idée a posteriori de sa pertinence. Donc on a choisi le Muse, et ce qui est intéressant dans le système, c'est que le choix qui a été fait est que le Muse revienne directement aux soignants. C'est-à-dire que lorsque mon infirmière prend les constantes au moment du tour, vous voyez que là, il y a un score qui s'affiche, donc en direct, elle a le retour du score d'alerte et du niveau de gravité de son patient. Je vous le mets un peu plus gros, et vous voyez également que dans l'influence des différents paramètres, lorsque je rentre mes paramètres vitaux dans le scope, eh bien, j'ai la pondération de chaque paramètre pour la génération du score. Donc le Muse, je vous rappelle, on est sur des choses assez simples, c'est la pression artérielle, fréquence cardiaque, saturation, température, fréquence respiratoire. Et score neurologique, attention, c'est pas du Glasgow, c'est l'échelle AVPU, qui est un Glasgow simplifié en 5 niveaux. Et après, on a fait un algorithme décisionnel. Alors là, c'est pareil, hein, l'algorithme décisionnel pour le Muse, on n'a pas trouvé grand-chose, c'est du homemade sur avis d'expert, sur une intuition. Et donc, vous voyez le choix que nous avons fait. Au-delà de 8, appel de l'équipe médicale d'urgence de l'hôpital. Le choix probablement le plus original, je vous rappelle, on est en secteur chirurgical, c'est celui-là. C'est un Muse entre 4 et 5, et je vous remets que le Muse supérieur ou égal à 5 est associé à une augmentation de la probabilité d'arrivée en réanimation ou de décès intra-hospitalier. C'est l'appel du MAR périopératoire. Alors je suis désolé, c'est une fonction un peu peut-être locale, je ne sais pas si c'est partagé par d'autres établissements, mais ce que l'on sait dans ces systèmes de trigger, c'est que si on met le trigger très bas pour l'équipe médicale d'alerte, elle va être inondée de coups de téléphone qui ne servent à rien, puis à la fin, le risque est que la réponse soit « ouais, ok, on viendra ». Et si on le met trop haut, on va rater des patients qui ont besoin de cette équipe médicale d'alerte. Et une solution intermédiaire est d'incrémenter le niveau d'intervention entre j'appelle le médecin du service et j'appelle l'équipe médicale d'alerte. Et c'est la fonction que nous, on a dévolue à ce médecin anesthésiste réanimateur. Alors vous voyez un exemple d'un patient qui est surveillé avec ce système. Donc vous voyez, on a plusieurs jours d'hospitalisation, hein, c'était cet été. Patient qui est en post-opératoire, voilà, les jours se passent plutôt bien, il doit être opéré à peu près le 31 juillet, je pense. Et là on arrive à J3, J4, il commence à se dégrader. On a une alerte, hein, un Muse à 4, une intervention, et le Muse redescend. Donc finalement, je vous mets ça, pas pour vous dire que ce qu'on a fait, c'est super, parce que vous allez voir que c'est pas super, mais que potentiellement, c'est quand même intéressant, parce que j'ai l'intuition que le fait d'intervenir à ce niveau-là permet de faire en sorte que ce patient reste dans l'étage et ne descende pas en réanimation avec le pronostic que l'on connaît derrière. L'autre intérêt à ce type de système, je vous avoue qu'on l'a découvert sur l'usage, et que finalement, lorsque vous décidez d'aller voir vos patients dans les étages, notamment en surveillance post-opératoire, il y en a plusieurs, et la question est par lequel je vais commencer. Celui qui a la péridurale, celui qui a eu la DPC hier, non, lui il est en soins continus, c'est peut-être le thorax, celui dont on m'a dit qu'il allait pas bien. Et en fait, vous voyez que lorsque tout un service est monitoré, vous avez la possibilité de catégoriser vos patients. Là voilà, j'ai l'ensemble de l'étage qui est monitoré, tous mes patients sont rentrés dans le système, tous mes patients ont un score d'alerte, un score de gravité, et je vais pouvoir commencer par aller voir le patient qui a le score d'alerte le plus élevé. Donc ça, c'est un intérêt de triage. Alors, pareil, je reprends ma casquette de médecin militaire, c'est parfois un vilain mot, mais néanmoins, lorsqu'on a un seul docteur et plusieurs patients, c'est la catégorisation, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Alors les résultats, on n'a pas encore publié, là c'est des travaux qu'on avait fait pour une thèse, on a juste fait de l'observationnel. Vous voyez qu'on a regardé les Muse dans la population lambda qui était hospitalisée, et puis dans ceux qui étaient admis en réanimation. Alors voilà, il n'y a pas trop de surprises, hein. Ceux qui vont en réanimation ont un Muse qui augmente avant d'aller en réanimation. Bon, très bien, super. La petite truc assez marrant, c'est ça, c'est que on a 2 vagues de Muse qui augmentent.
J3 et J5, J6, bon, ça tombe bien, hein, ça correspond tout à fait à la chronologie des complications post-opératoires précoces et tardives. Bon, en fait, je vais vous dire la vérité. J'ai eu un moment de solitude avec ce projet, qui a été l'analyse des résultats. Le premier, c'est la dernière valeur médiane du news avant l'arrivée en réanimation, il est de 5. Bon, ça c'est normal, ça fait partie du protocole. Mais l'élément un peu de solitude, ça a été ça, le délai médian entre le score qui sonne et l'admission en réanimation, 10 heures. Et je me souviens très bien, en octobre, je montais en viscéral voir un patient. On était en phase d'utilisation routinière du système. Je vois le patient, je vais voir les infirmières à l'office, je leur dis bon, tout va bien, le système fonctionne. Et là, elles me disent, eh bien, je peux vous dire une chose, heureusement qu'on ne vous appelle pas à chaque fois qu'on devrait vous appeler, sinon vous seriez débordé d'appels. Et là, je la regarde, et je me dis, le système qu'on vient de mettre en place, là, vous voyez, un système comme ça coûte 100 000 € à déployer, hein, appel à projet. Donc les 100 000 € que j'ai engagés, là, pas en mon nom propre, mais quand même, en fait, les infirmières ne le suivent pas. Alors, le premier élément à avoir, et qui est bien rappelé, c'est que ce n'est pas un système d'alarme. C'est-à-dire que la catégorisation, le track, il est fait au moment de la surveillance, au moment du tour. Il n'y a pas de surveillance continue qui envoie une alerte lorsque le patient entre deux tours se dégrade. Ça, c'est le premier élément de réflexion. On s'est dit, on va aller un petit peu plus loin quand même. Eh ben, on va questionner les infirmières. Et la question qui fâche. Donc une quarantaine d'infirmières hein, qui est passée. Alors, quand le score Muse s'affiche, est-ce que vous êtes en concordance avec le score ou pas en concordance? Eh bien, vous voyez, le rouge, c'est « je ne suis pas d'accord ». Très bien. Et vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Parce que vous pensez que le score surévalue la gravité ou sous-évalue? Ben, tout simplement parce que le score surévalue la gravité. Et donc quand on me dit d'appeler le MAR périopératoire, ben, je prends la décision de ne pas l'appeler parce que je juge qu'il n'y en a pas besoin. C'est normal. On n'est pas les seuls à avoir expérimenté ça. Les Anglais ont beaucoup publié là-dessus. Et effectivement, c'est un biais qui existe, qui se corrige par une solution, qui est la formation, l'acculturation des équipes, mais d'ailleurs qu'elles soient infirmières ou médicales, à ces nouveaux modes de fonctionnement, pour qu'effectivement un patient qui a un Muse à 5 et qui n'est pas complètement gris, mais néanmoins ce patient, il a probablement besoin d'une évaluation médicale un peu plus attentive que le simple interne de chirurgie. Pour terminer le topo, 3 messages, c'est que je crois que ces Early Warning Systems ont un potentiel pour réduire la mortalité vitale. Alors pourquoi je vous dis je crois? Parce que si après le topo, vous allez faire du PubMed, vous allez voir, ça va dans tous les sens. Ça marche pas. Mais c'est normal. En fait, pour vraiment l'évaluer, il faut maîtriser la voie efférente, l'analyse des données et la voie efférente. Et ça, on constate que dans les études, c'est des choses qui sont compliquées à maîtriser. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi avouer que c'est toujours un work in progress. Ça veut dire que quel est le meilleur score d'alerte à utiliser? Le débat est ouvert. Parmi un score, quel est l'algorithme que je propose? Le débat est ouvert. Quand j'ai des alertes qui sont générées, quelle est la réponse que je propose? Le débat reste ouvert. Et ça me fait mal parce que j'ai fait un peu de rugby avant et de terminer par l'exemple anglais, bah, j'ai toujours un petit peu de pincement au cœur, mais néanmoins, voilà, il y a 15 ans, les Anglais, ils ont dit, bon, il faut être pragmatique, mais ça, on sait bien que les Anglais sont pragmatiques. Hein. Il faut maintenant scorer les patients dans les services d'hospitalisation des hôpitaux, du NHS, en utilisant le News, qui était le score qu'ils avaient créé. Je ne vous dis pas d'utiliser News, mais probablement qu'il faut qu'on aille vers cette voie également, de rationaliser la surveillance de nos patients, et la rationalisation, ça passe par l'utilisation d'un score d'alerte. Merci de votre attention.